La dernière classe des médicaments qui agit sur le système nerveux central qu'on traite dans ce cours, c'est les opioïdes. Les opioïdes sont très utilisés dans le traitement des douleurs chroniques. C'est des traitements de choix. Dans les douleurs chroniques, ce sont la plupart des composés naturels ou semi-naturels, comme la morphine ou la codéine. Et même synthétiques, comme la molécule de méthadone. Mais la plupart, c'est des molécules naturelles ou bien semi-naturelles. Ces médicaments bloquent l'action des signaux nociceptifs, endogènes. C'est des signaux responsables de la transmission de la douleur dans le SNC. Donc, on a une douleur dans le corps, dans un point donné, dans une position, dans un coin donné du corps. La douleur, elle va vers le SNC. Les opioïdes, c'est comme si qu'ils bloquent ce chemin. Ils ne laissent pas la douleur, les signaux nociceptifs atteindre le SNC. Donc c'est juste un schéma, sinon c'est plus complexe que cela. Maintenant, on va parler du mécanisme d'action de la morphine. La morphine, qu'est-ce qu'elle fait? La morphine active les récepteurs analgésiques du SNC. Il y a des récepteurs analgésiques dans le système nerveux central. Si ces récepteurs sont activés, cela conduit c'est-à-dire à la réduction de la transmission des signaux de douleur. Donc là, ça va induire à la réduction des signaux, à la réduction de la transmission, on va dire la réduction de transmission des signaux de la douleur. Si les récepteurs analgésiques sont activés. On sait aussi qu'il existe 3 types de récepteurs opioïdes. 3 types de récepteurs opioïdes qui sont activés par la morphine. Ces récepteurs sont les récepteurs mu, kappa et delta. Il y a 3 types de récepteurs. Et pour chaque récepteur, on remarque différentes, c'est-à-dire on va dire mu, kappa et delta. Pour chaque récepteur, on a une action différente. Une action 1, la action 2 et la action pharmacologique 3. Ces 3 actions sont assez différentes. Elles ne sont pas identiques. C'est normal parce que c'est des récepteurs différents. Mais, c'est-à-dire on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais les morphines, les substances morphiniques, c'est des antalgiques très très forts. Ils agissent, leur rôle, c'est d'éliminer la douleur. La morphine agit comme un agoniste sur 3 récepteurs. La notion agoniste est différente, c'est l'opposé de anti-agoniste. Anti-agoniste. Agoniste, elle fait, c'est-à-dire elle est favorable. Elle joue le même rôle que le ligand. C'est ça, agoniste. Et anti-agoniste, elle joue un rôle différent du ligand du récepteur. Ces interactions sur les 3 différents récepteurs peuvent conduire soit à l'ouverture des canaux K+, il y a des canaux, on a vu le canal ionique, c'est des protéines, donc soit un canal va s'ouvrir, soit un autre canal de Ca2+, se ferme. Soit on a l'inhibition de libération des neurotransmetteurs. Donc la morphine, elle peut agir selon 3 mécanismes différents. Elle peut agir soit, c'est-à-dire elle peut provoquer soit l'ouverture du canal ionique de K+, soit la fermeture
la fermeture d'un canal Ca2+, soit bloquer tout simplement libération de certains neurotransmetteurs. Libération de messagers. Donc voilà. Donc l'ouverture de canaux potassiques, la fermeture de canaux de calcium ou l'inhibition de libération de neurotransmetteurs. Voilà les trois types de mécanismes d'action de la morphine. Là, c'est toujours un schéma, mais c'est plus complexe que ça. L'essentiel, la morphine, elle agit selon différentes façons. Soit l'ouverture de canaux, soit la fermeture de canaux de Ca2+, soit bloquer certains messagers. Maintenant, on va parler de la relation structure-activité de la morphine. La morphine est composée de 5 cycles. Si on fait le compte, 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, il est, on va dire, il est perpendiculaire à cette page. Le voici. Là, on voit, c'est-à-dire, là, il sort de l'écran. Il sort de l'écran. Vous voyez, là, il sort de l'écran. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Elle contient 5 cycles. Elle est basique, c'est normal, c'est un alcaloïde. Pourquoi elle est basique? Voilà l'amine. Voici l'amine, c'est une base. Comme tous les alcaloïdes, c'est des bases. Les substances à base de plantes, c'est des bases, pour la majorité. Elle contient également un phénol. Le voici le phénol, vous l'avez deviné. Un phénol, un alcool. Elle contient aussi, le phényl, surtout le pont-éther. Il y a un pont-éther, le voici, et un alcène. Tout ça, c'est des fonctions qu'on suppose qui sont actives. C'est des fonctions actives. On a fait beaucoup d'études sur la relation structure-activité des morphines. On a abouti à ces résultats. Premièrement, on a essayé de modifier l'alcool. On l'a modifié, on l'a supprimé. Donc là, en modification de l'alcool, du OH. OH en position C6. Parce que là, c'est le carbone C6. Là, on a remarqué que l'effet pharmacologique est conservé. Il n'y a pas eu de changement. Il est conservé. S'il est conservé, ça veut dire que le OH n'a pas un effet important sur l'activité pharmacologique. Donc, on peut conclure qu'il n'est pas pharmacophore. La même chose pour la modification. Quand je parle de modification, je parle aussi élimination aussi, d'accord? Élimination ou bien autre. La modification de l'alcène, de la C double C, cet alcène. Là aussi, on a remarqué que l'effet pharmaco est conservé. Donc, la double liaison ou bien l'alcène n'est pas pharmacophore, puisque leur modification c'est-à-dire on n'a pas remarqué beaucoup de changements, donc leur présence n'est pas cruciale à l'activité pharmacologique de la morphine. L'activité ontalgique, on parle bien de l'activité ontalgique, qui est une activité très très forte. On a vu la dernière fois, elle est équivalente à 100 fois celle de l'aspirine. On a fait quoi? C'est-à-dire le deuxième OH maintenant, c'est celui du phénol, le OH de C3. Là, le OH du C3, du phénol, d'accord? L'alcool du phénol. Là, par contre, en modifiant sa modification, par exemple une méthylation,
méthylation ou bien estérification. Méthylation ou bien élimination. Carrément, élimination conduit à quoi? À une forte réduction de l'activité pharmaco ou bien de l'activité antalgique. De l'activité antalgique de la morphine. De la morphine. En faisant cette expérience et en concluant que la modification du OH, du phénol en carbone C3, en position C3, sa modification par exemple, ou bien son élimination, elle conduit à une forte réduction de l'activité antalgique. Là, on peut conclure que le OH du phénol est pharmacophore. En effet, on a trouvé c'est-à-dire beaucoup de travaux ont été réalisés et la plupart convergent vers les mêmes conclusions. On a trouvé, c'est-à-dire après avoir rassemblé les travaux faits sur la relation structure-activité de la morphine, on a abouti à ces conclusions que les principaux pharmacophores de la morphine sont, avec une forte probabilité, le OH du phénol, le phényl et l'azote. Ces trois parties sont indispensables pour l'activité antalgique de la morphine. Le OH, il participe, le voici, OH, il est là. OH, il est là. Il participe évidemment par des liaisons H, accepteurs ou donneurs de liaisons H. Le phényl, il participe par des liaisons, le voici le phényl, il est ici. Il participe par des liaisons hydrophobes, liaisons pp. L'azote, là l'azote il est plus, d'accord, parce qu'il a 4 liaisons. Un H2, d'accord, un H2, on va dire RR, plus. Donc là il est plus, le 1 est plus. Là c'est une liaison ionique. Donc on a les principaux, c'est-à-dire une grande probabilité que les trois pharmacophores de la morphine sont la fonction OH du phénol, le phényl et enfin l'ion d'azote. L'ion, le N+. Là c'est un sel morphinique. Donc voilà ce qu'on retrouve dans la littérature, que c'est c'est-à-dire les plus probables pharmacophores de la morphine. Le reste, c'est juste un surplus et on peut modifier si on veut simplifier la molécule parce que cette molécule elle est difficile à synthétiser. On termine en résumé, le système nerveux central régule et contrôle les fonctions du corps humain. Jusqu'à maintenant, on connaît peu sur le système nerveux central. Les neurones ne sont pas liés physiquement entre eux. On a vu que les neurones sont séparés, il y a des synapses entre des neurones. La communication entre les neurones, elle se fait via des messagers ou bien des neurotransmetteurs fabriqués par le corps humain. Les médicaments qui agissent sur le S1C ont pour mécanisme d'interférer avec ce moyen de communication entre les neurones. Tous les médicaments des S1C interfèrent dans l'espace synapse. Soit ils favorisent la libération, soit ils bloquent la réception des neurotransmetteurs, soit ils interfèrent. D'accord ? Les benzodiazépines ont un effet agoniste sur les récepteurs du GABA. Agoniste, ça veut dire ils aident les récepteurs du GABA. Ils sont favorables. Ils stimulent. Ils ne bloquent pas. Avec les barbituriques, par contre, on a vu qu'ils ont une forte interaction avec les récepteurs du GABA, mais aussi sur les récepteurs glutamate et le canal sodique. Là, on peut se poser la question, est-ce que cette c'est-à-dire multiplicité, c'est-à-dire ces différents sites sont-ils peut-être responsables de la forte toxicité des barbituriques? Parce que le benzodiazépine, ils ont un récepteur, ils ont eu du succès parce que leurs effets indésirables sont mineurs. Mais les barbituriques, leurs effets indésirables sont majeurs, sont très forts. D'où le retrait de beaucoup de médicaments barbituriques. Les opioïdes font augmenter le nombre de la dopamine dans le synapse.
Là, on comprend pourquoi la nicotine, pourquoi les gens qui fument n'arrivent pas à arrêter la cigarette. Pourquoi? Parce que la nicotine qu'ils prennent chaque jour, matin et soir, elle fait en sorte d'augmenter la dopamine dans le synapse. Et sans cigarette, le corps ne sait pas comment fabriquer cette dopamine. Voilà leur problème. Et pour passer de l'état fumeur à l'état non fumeur, il faut beaucoup de temps, mais il faut de la volonté aussi. Là, on a terminé.